10 faits étonnants, deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auteur du Capital, le théoricien du communisme, l'un des grands penseurs de l'histoire. Je veux parler bien sûr de Karl Marx. La famille de Karl Marx vit à Trèves, située en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. Mais en 1794, les armées révolutionnaires françaises envahissent la région. Le père de Karl est tout heureux de la situation. Il est citoyen de la République, puis de l'Empire. Il profite également du statut favorable accordé aux Juifs. Il apprend le français, devient juriste et défend bec et ongles l'empereur. Mais en 1814, l'Empire s'écroule et Trèves repasse sous domination allemande. Karl Marx, né en 1818, prend donc la nationalité allemande. Karl Marx est né dans une famille prospère, mais son père est mort jeune et sa mère conserve férocement l'héritage. Marx déteste sa mère et lui fait de nombreux procès. Ironique quand on sait qu'il appellera à l'abolition de l'héritage. Il sera pauvre durant la majeure partie de sa vie, devant à plusieurs reprises mettre son linge et son argenterie en gage à cause des dettes. Lorsque les huissiers frappent à sa porte, c'est son fils qui ouvre et dit « Mon papa n'est pas là !» Marx décide de partir pour les États-Unis, mais il n'a pas assez d'argent pour se payer la traversée. Karl Marx et Friedrich Engels sont les auteurs du manifeste du Parti communiste. Mais leur relation est beaucoup plus forte que ça. Engels est un philosophe allemand. Il est grand, blond, pragmatique, discipliné, stratège et possède le sens des affaires. Tout le contraire de son camarade Marx. Au début des années 50, 1850, Engels décide d'aider Marx dans ses problèmes financiers. Son père possède une importante entreprise d'importation de textiles, mais refuse d'en donner la direction à son fils, à cause de ses idées politiques. Engels fait semblant de rentrer dans le rang, et finance Marx avec ses importants revenus. Encore plus fort, Engels va reconnaître l'enfant caché de Marx avec sa maîtresse. Ça, c'est ce qu'on appelle un ami. Karl Marx déteste la contradiction. Il déteste également qu'on lui montre ses erreurs. Dans un de ses livres, il dit qu'attendre de la Révolution de 1848 qu'elle reproduise celle de 1789 est une idiotie. Petit problème, il a dit le contraire 4 ans plus tôt, ce qu'il refusera d'admettre. Face à des penseurs divergents, Marx se fâche. Il insulte ses contradicteurs et leur promet le peloton d'exécution. Cela débouche souvent sur des bagarres. Il participe à la Révolution en Allemagne en 1848. Il est l'un des organisateurs du mouvement et monte même sur les barricades. Son procès a lieu et Marx s'attend au pire, le peloton d'exécution. Mais, à sa grande surprise, il est acquitté. Il n'est pas un grand orateur, et son accent rhénan ne l'aide pas à haranguer les foules. Il participera néanmoins à la Première Internationale, le premier regroupement des syndicats ouvriers européens. En 1849, Marx fuit l'Allemagne et demande à s'installer en France. Les Français acceptent de l'accueillir, mais à une condition, qu'il s'installe dans le Morbihan. Le Morbihan en 1849, c'est une terre reculée, le paludisme dans tous les coins et éloignée au possible des mouvements politiques parisiens. Marx décidera fort logiquement de s'exiler en Angleterre. À Londres, le milieu politique grouille d'espions, notamment prussiens. En 1852, Marx rencontre un certain János Bangia, un jeune plein d'ambition qu'il admire
et promet de financer ses publications. Jenny, la femme de Marx, flaire l'embrouille. Elle n'est pas la seule. Tout l'entourage de Marx s'en méfie. Et pour cause, il s'agissait d'un espion autrichien chargé de troubler cette dissidence londonienne. Il demandera à Marx d'écrire des articles hostiles envers d'autres figures du mouvement. Marx tombe dans le panneau. Il reconnaîtra s'être fait avoir. Petite exception au point numéro 4. Marx est un chômeur de longue durée. En 1862, il est complètement fauché et se décide à demander l'aide de son cousin hollandais Auguste Philips, de la même famille que le fondateur de la firme Philips. Celui-ci fait jouer ses contacts pour lui trouver un travail dans les bureaux des chemins de fer londoniens. Marx doit rédiger une lettre de motivation, ce qu'il fait, avec une écriture épouvantable, à peine visible. Il est bien entendu recalé, peut-être aussi pour des motifs politiques. Quand Marx atteint l'âge de 40 ans, les soucis de santé apparaissent et s'accumulent. Il a les dents gâtées, des crises d'hémorroïdes, des problèmes au foie, des insomnies, vertiges, migraines, sûrement causées par le stress, et une maladie de peau appelée hydradénite suppurée. Quand un mot commence par suppu, ça n'augure rien de bon. Cette maladie provoque furoncles et abcès qui le font beaucoup souffrir. Le terme était employé du vivant de Marx par ses contradicteurs, souvent de manière péjorative. À la fin de sa vie, des personnalités favorables à Marx reprendront ce terme, cette fois positivement. C'est le cas notamment de Jules Guesde, cofondateur du Parti ouvrier en 1882. Mais Karl Marx n'apprécie pas et considère qu'il s'agit d'une déformation de sa pensée. Il déclare « Ce qui est certain, c'est que moi-même je ne suis pas marxiste ».